président des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, est venu en France récemment pour essayer de faire une convention entre l'Union des Comores et la diaspora. La diaspora parce qu'elle est considérée depuis quelques années comme, en tout cas, un moteur, s'il n'est pas principal, important de l'économie des Comores. Sur ce, j'ai appelé Saïd Mohamed Mchangama, qui est très connu sur les champs politiques. Il est connu en tant qu'un homme politique qui a essayé, dans les années 90, de bouleverser en tout cas les structures politiques, renouveler, ou en tout cas de commencer au renouvellement des élites. Mais on le connaît très peu sur les champs culturels. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bonjour, Saïd Abdallah Mchangama. Bonjour. Je vais vous poser la question parce que il est vrai qu'on vous connaît très peu, en tout cas dans le champ culturel. Mais avant peut-être de vous exprimer sur ce sujet, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a conduit du politique à la culture? Ben, je ne sais pas comment vous définissez qui on ne connaît pas, parce que je prétends que quand je suis au Comores, je suis là où la culture se fait, c'est-à-dire dans les villages, dans les quartiers et tout. Maintenant, par rapport à quoi on se situe, c'est vrai que si vous parlez de la France, en tout cas de Paris, où vous et d'autres vous situez, peut-être que je suis moins dans ce milieu-là. Cela dit, la politique, ce qu'on appelle la culture, enfin, dans une démarche très très française, m'a toujours intéressé. Je vous rappellerai que j'ai été l'un des premiers à créer des sites web dans les années 90. J'ai toujours Hollandais qui est là, pas mal de manifestations culturelles. Mais cela dit, je n'aime pas la culture en dehors de la culture. C'est comme quelque chose de théâtral. Pour moi, c'est quelque chose qui est intégré à la vie. Donc, ça a toujours été, je ne sais pas, dans ma vie jeune, j'ai toujours, pour moi, la culture, c'est quoi? C'est Ray Charles, pour moi, c'est de la culture. C'est du R&B, c'est de la culture, c'est Voltaire aussi, c'est de la culture, c'est le théâtre. Moi, j'ai grandi avec le Théâtre du Soleil, le Chine et tout ça, enfin, quand j'étais jeune ici. Bon, c'est de la culture, tout ça. Enfin, la culture, c'est pas cette vision culturelle, peut-être de certains intellectuels francophones africains qui en font quelque chose de jamais inatteignable. Pour moi, la culture, c'est la vie. Et ça fait partie de votre, en tout cas, personnalité. En tout cas, je ne conçois pas de combat social ou politique ou économique sans culture et vice-versa. Très bien. Revenons sur notre sujet. Récemment, le président Ahmed Abdallah Sambi est venu signer une convention avec la diaspora. Mais la question qu'on se pose, mais comment se constitue cette diaspora et qui la représente? Je ne sais pas. Quand on parle de convention, il y a des termes juridiques. Je n'ai pas vu cette convention, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il y a certains pays, comme l'Algérie, depuis très longtemps, de par même l'histoire du mouvement de libération en Algérie, ils avaient eu une fédération qui englobait presque tout le monde. Bon, c'est des organisations très très structurées. Au niveau des Comores, en tout cas de la Grande Comore, la réalité des structurations sont villageoises ou par groupe d'âge, des gens qui se sont connus au lycée, ainsi de suite. Enfin, c'est ce qui compte. Donc là, je ne sais pas du tout. Donc on ne sait pas encore, ou vous ne savez pas encore, qui présente la diaspora et comment se structure. Non, en tout cas, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'organisation qui apparaissent comme peu ou plus représentatives que d'autres. On n'a pas encore ça. Et donc là, on peut aller jusqu'à dire que ça pose déjà problème interne. Alors que le président conçoit qu'il y a... Je ne voudrais pas entrer dans un débat avec le président Sambi, ce qu'il a fait. C'est pas ça. Enfin, je pense que c'est très contingent, ça n'a aucune importance. Ça n'a pas d'importance parce que la question qui se pose, c'est quand on dit qu'il y a 150 000 hypothèses basses, ou 100 000, disons. 100 000, c'est déjà un septième ou un huitième de la population aux Comores. Jusqu'à aller à 200 ou 250 000. Je crois que vous m'avez donné ces chiffres-là. C'est très important, c'est comme s'il y avait 10 millions de Français aux États-Unis ou en Australie. C'est énorme. Or, ça fait 30 ans
on parle de 35 ans d'indépendance, mais ça fait 30 ans, 20 ans, disons 25 ans qu'il y a une diaspora ici. Or, jusqu'à présent, il n'y a pas de structuration dynamique de cette diaspora. Il n'y a pas d'organe représentatif de cette diaspora. Cette diaspora contribue beaucoup à la survie du Comorien. Quand je suis ici, j'envoie de l'argent à mes parents. J'envoie de l'argent au village pour faire la grande mosquée. Mais parler déjà d'économie, c'est déjà beaucoup. Pour moi, l'économie, c'est quelque chose de dynamique, créé toujours. Donc, moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Pourquoi cette diaspora et on dit au pays, c'est la faute des politiques et tout ça. Mais pourquoi la diaspora ici? Justement, avec d'autres conditions, pourquoi on n'est pas plus dynamique? Pourquoi on n'est pas plus dynamique? Et pourquoi il n'y a pas une représentativité ou une structure stable, dynamique? Est-ce que c'est lié au fait que vous m'avez parlé lors de la préparation, en tout cas de l'invitation de cette émission, d'un effet rétroviseur qui est produit par un conflit de génération? Comment expliquer ce conflit? Non, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes. Je crois qu'il y a déjà... Nous avons un pays éclaté. Quand on parle de l'État, on est très peu réaliste parce qu'il y a une nation. Il y a une nation comorienne, c'est évident. Religieuse, nous avons les mêmes normes et tout ça. On se retrouve. Mais de là construire un État moderne, c'est tout à fait différent. Or, on est divisé entre villages, on est divisé entre îles. Et ce qui me dit qu'au niveau de la diaspora, ici, il n'y a pas encore de normes qui nous unissent. Des normes qu'on dirait modernes. Je ne sais pas, une philosophie du travail, du mérite. Et donc, on est divisé entre villages. Et plus important aussi, plus grave, on est divisé entre générations. D'abord, la deuxième génération, qui ne se retrouve pas. Je vais vous donner des choses très dangereuses, enfin moi qui m'inquiète. Les parents comoriens dans la diaspora sont très peu avec les enfants. Donc il y a une faillite en tout cas. Je ne sais pas encore si c'est une faillite ou si on peut réaliser, mais les enfants voient très peu les parents. Parce que le week-end, on les passe dans des célébrations dites coutumières. On est enfermé sur nous-mêmes, mais il n'y a plus de partage. Et après, on s'étonne que les enfants aillent voyager ailleurs ou ne se retrouvent plus. Donc il y a une coupure assez importante. Alors que quand vous voyez les Chinois, les Indiens, même les fêtes communes, les enfants sont associés. Il y a une sorte de transmission. Ils sont et français, et indiens ou chinois. Alors que nous introduisons même la coupure. Sous prétexte d'être nous-mêmes, mais on ne s'occupe pas de choses premières. On ne peut pas dire qu'on s'est occupé d'un enfant parce qu'il est allé à l'école ici. De toute façon, s'il ne va pas à l'école, vous serez en prison. Oui, mais cette faillite, justement, le retrait de la famille vis-à-vis de l'éducation des enfants, ou du transfert, ou de la transmission de l'héritage comorien, ou du patrimoine comorien ou culturel, n'est pas sans lien avec une certaine culture de promotion, ou des compétitions, de lutte, de mise en avant. Vous savez, quand on est au village, au Comores, c'est différent parce qu'au Comores, l'éducation, la transmission des valeurs se fait, comme on l'a vu, par groupe d'âge. La famille, elle est très étendue, il y a des oncles, il y a des tantes, il y a le quartier, c'est presque une famille, et l'enfant est avec les autres enfants de son groupe d'âge. Bon. Ici, ça n'est pas pareil. Vous êtes dans une cité, vous êtes dans un appartement, dans un endroit où il y a des familles nucléaires, enfin c'est papa, maman, etc. Donc s'il n'y a pas un devoir important des parents, cette attention-là n'est pas, bien sûr, il y a problème. D'autant plus aussi que nous vivons en Occident, le taux de divorce est important. Enfin, c'est des tas de problèmes qui se posent. Mais il y a aussi un aspect de la diaspora, puisque nous avons très peu de temps que je voudrais toucher. On parle beaucoup au niveau de la diaspora qu'on tient les Comores du bout des bras. C'est vrai. Mais cette diaspora se différencie des autres diasporas en ce sens qu'elle contribue très peu à l'émergence économique du pays. Les Chinois, ce qui est important, ou les Indiens, ou même certaines nations africaines, ce n'est pas qu'ils envoient de l'argent aussi, c'est qu'ils importent des produits de leur pays. Donc vous voulez parler d'une certaine disposition à faire vendre l'image, en tout cas, ou le produit culturel. Mais ce n'est pas simplement une image, ce n'est pas simplement un produit culturel, c'est la production, c'est la production agricole, c'est l'artisanat. Presque toutes les communautés émigrées
quand elles vont à l'étranger, portent deux choses, portent leur culture. Et leur culture, c'est quoi? C'est d'abord leur manière de manger. Et c'est là, en général, aussi... L'étiquette, vous voulez dire? Qu'elles se font... C'est plus que l'étiquette, parce que les Chinois, bon, c'est le restaurant chinois, c'est le restaurant arabe, c'est le restaurant juif et tout ça. Bon. Or, je pense qu'une femme comorienne, ou un homme comorien qui commencerait à vendre des sambos, on dirait tous encore, même si il doit être plongeur dans le restaurant, ça va s'il est salarié, mais s'il prend ce risque, ça ne va pas. Donc, on ne contribue pas à créer cette richesse-là. Par exemple, ça c'est important. Voilà. Pratiquement aujourd'hui, le Comorien, en tout cas qui est à mon âge et au même âge, mange presque la même chose que ce qu'il mange, que ce qu'on mange dans le milieu urbain à Moroni des Comores. Mais tout est importé d'autres pays. La banane, de manière, dans un endroit comme la Courneuve, ce sont les Comoriens qui ont été à l'initiative de l'importation de ces produits qu'on dirait du terroir. Mais ce sont des Chinois aujourd'hui qui le vendent. Ou des Maliens ou des Sénégalais, mais très peu le Comorien. Donc c'est une question que nous devons nous poser. Pourquoi nous sommes si peu entrepreneurs? Et là, la question, ce n'est plus le gouvernement là-bas, par exemple. Est-ce que vous vous indexez, en quelque sorte, si la diaspora comorienne est riscophobe, c'est-à-dire réfractaire à l'idée de prendre des risques, d'entreprendre, est-ce que vous indexez plutôt les traditions qui sont beaucoup plus très fortes, le grand mariage notamment? Est-ce que ça constitue vraiment un frein? Le grand mariage peut-être, parce que le Comorien, quand il arrive à l'étranger, en tout cas le grand Comorien, il est déjà endetté. Il est déjà endetté, si ce n'est pas par son grand mariage, mais le grand mariage de son oncle, mère, etc. Donc mais je ne sais pas si c'est simplement ça. Je ne sais pas si c'est simplement ça. Ce que je dis là, c'est pour inviter à la réflexion. Enfin, moi, je n'ai pas de solution toute faite, mais qu'on prenne conscience de ces problèmes-là. Je ne sais pas, aujourd'hui, le Comorien s'habille comme un Comorien à Paris, les Djoho, les Djoub, mais je me demande pourquoi il n'y a pas un artisanat qui s'adapte au fait que, bon, le Djoho, il faut quelqu'un qui ait fait le grand mariage, mais le gilet pourrait être développé et être vendu à d'autres couches, et en quelque sorte élargir le marché, bon, même à des femmes. Donc cette modernité, en quelque sorte, ne joue pas. On campe sur des traditions, on les fossilise, en quelque sorte. Donc, je n'indexe pas, je m'interroge parce que ça n'est pas vrai. Par exemple, que la diaspora pourra, dans les 15 ou 20 ans à venir, entretenir les Comores comme ça fait. Ça n'est pas possible. D'abord, on aura de moins en moins d'argent. Les gens seront obligés de s'occuper mieux de leurs enfants. Il faut qu'ils aillent en vacances. Très peu de pères comoriens vont en vacances avec leurs enfants ici. Ils vont très peu au cinéma avec eux, et ainsi de suite. Or ça doit devenir cette expérience de l'enfant et surtout du père, hein, parce que les mamans font le mieux qu'elles peuvent. Hein. Et donc, il y aura de moins en moins d'argent disponible pour envoyer au pays. Et donc, la manière d'aider le pays, ce sera non pas par des transferts d'argent, mais des transferts de savoir et de savoir-faire. Et peu importe que la personne soit médecin, ou même un maçon qui va dans son village, qui fait un atelier sur comment construire un bon mur, ben, il participe. Hein. Je ne sais pas, une femme de ménage qui, après une bonne expérience de nettoyage, apprend ou contribue à donner de nouvelles méthodes d'hygiène ou de propriété, eh bien c'est très bien. C'est comme ça aussi qu'on peut créer quelque chose. Et puis je parle bien sûr du technicien, en agriculture et tout ça. Chacun a quelque chose à donner pour le développement du pays. Est-ce que c'est justement à partir de cette idée que vous avez initié la culture de la promotion des mérites que vous avez organisée
Il y a de cela 2 ans ou 3 ans, quelque. Non, c'était déjà en 2005, hein, donc ça fait 5 ans dans la salle des fêtes du 19e. Je ne sais pas, comme j'ai aussi en France, il y a là quand même le mérite républicain en France, mais il ne faut pas oublier que j'ai vécu longtemps en Scandinavie, j'ai voyagé pas mal aux États-Unis et autres. Mais ici aux Comores, je pense que on peut, l'exemple, on peut honorer. Il n'y est pas dit, aux Comores, c'était pas simplement que le grand mariage avant. Il y avait Mhodari, celui qui était capable de faire quelque chose. On avait une culture, il ne faut pas oublier que le Comorien, c'était des grands navigateurs, mais on savait construire les voiles. On avait des bateaux qui faisaient la côte est de l'Afrique, qui allaient en Inde. Tout ça, on a perdu ça. On était quand même, il y avait aussi des grands pêcheurs, enfin sans être aujourd'hui, très peu de gens connaissent notre pays, par exemple. Quand on parle de tourisme, les gens en général, quand ils vont en vacances aux Comores, ils vont à leur bled, dans leur bled et à Moroni, mais personne, je ne vois jamais de jeunes gens se prendre par la main, aller se balader en forêt. Vous visitez des monuments. Mais en forêt, parce que de toute façon, on a une nature qui est très très belle, on ne connaît pas. Donc, cette promotion de ceux qui font quelque chose, c'est très important. Je veux dire qu'il n'est pas acceptable qu'au XXIe siècle, si vous, avec tous les efforts que vous faites de promotion aujourd'hui, de la culture comorienne, vous soutenez des gens qui écrivent, tiens, vous auriez pu être prix Nobel de je ne sais pas quoi, et être comorien, mais si vous retournez au village et que vous n'avez pas fait le grand mariage, vous n'êtes rien. Ça n'a pas toujours été comme ça d'ailleurs. Mais il n'est pas dit que nous acceptions ça, pas ça. Le grand mariage, c'est une institution, très bien, elle va évoluer, on peut la changer, mais il n'y a rien qui nous empêche d'honorer ceux d'entre nous qui sont bien dans tel ou tel domaine, qu'ils soient les meilleurs pêcheurs, qu'ils soient les meilleurs sportifs, les meilleurs écrivains, le meilleur toubib, et rien ne nous empêche de les honorer sur la place publique, et c'est comme ça que je fais, moi, par exemple, dans le pays. Il y a maintenant de plus en plus de villages, après les résultats scolaires, qui font ça, ça ne coûte pas grand-chose. On a fait ça ici. Si vous vous souvenez, il y avait Sakinamsa qui avait envoyé ses mannequins, il y avait les Mahmoud Keldi, l'architecte, il y avait Mahmoud Ibrahim, etc. et tout ça. Et ça, je pense que ce sont aussi des moyens de montrer aux jeunes, notamment de la deuxième génération, qu'il y a des Comoriens qui réussissent, et pas simplement dans le domaine de la musique, parce que à ce moment-là, il y a la télé quand ils sont reconnus, mais dans d'autres domaines qui leur font voir des ouvertures et qui les inspirent. Très bien. Pour clore peut-être cette émission, on va peut-être aller sur l'actualité politique. Il y a des candidats qui se sont présentés pour les élections présidentielles de l'Union des Comores. Est-ce que vous avez une idée sur, en tout cas, le air politique de la diaspora comorienne? Je ne sais pas. Enfin, je vois que la diaspora... Enfin, je remarque une chose, hein, c'est que il y a... Pour qui a connu la diaspora dans les années 90, on sent qu'il y a moins de mobilisation. C'est tout à fait normal d'ailleurs, parce que 90, ça fait 20 ans maintenant. Les jeunes de la deuxième génération qui sont venus très jeunes, ils ont 30 ans, c'est-à-dire c'est un père de famille, ils sont moins concernés. Celui qui avait 10 ans a 30 ans maintenant, d'abord. Hein. Et ça pèse de moins en moins. Et je ne sais pas, le débat, il n'y a pas eu de débat non plus entre candidats sur l'avenir, sur la diaspora, sur la relation, sur comment recycler cet argent de la diaspora qui est là, comment faire en quelque sorte que le savoir-faire qui est dans la diaspora soit identifié, peut-être canalisé pour les biens du pays. Enfin, il n'y a pas eu ces débats-là. Merci Saïd Mohamed Bichangama d'être venu à cette émission. Je vais vous recommander certains livres qui nous a permis, en tout cas, qui vous permettraient d'aller plus loin sur ce que vient de dire Saïd Mohamed Bichangama, le mérite et la République. Vous savez très bien qu'il est promoteur d'une certaine politique de mérite et de récompense, une politique de l'humiliation. Vous avez vu ce qu'il a fait en 2005, et puis voyage et du développement. Donc voilà, et je vous souhaite bonne journée. Au revoir. Merci.